bienvenue à toutes et tous. C'est la première table ronde du festival Le Temps Presse. On va traiter aujourd'hui de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'émancipation des femmes. C'est l'ODD 5. Tout le festival se déroule dans le cadre des objectifs du développement durable. Alors moi, je suis Catherine Puiseux, je suis la présidente d'une association qui fait la promotion du développement durable en Afrique et en France, bien sûr aussi. Et autour de moi, pour parler de ce sujet, Céline Masse, qui est la présidente d'ONU Femmes France, Abdelali El Badawi, qui est président fondateur de Banlieue Santé et du Café des Femmes, Hilde Hanneuse, qui est présidente fondatrice de Au Cœur des mots, et puis Laurence Fischer, qui est ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui est fondatrice de Fight for Dignity. On va parler de toutes leurs magnifiques actions dans l'heure qui vient. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. Que, independente de raça, de cor, de etnia, de crespo, de liso, mulher merece respeito. Mulher. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am a queen, I am a fighter. I want the power that you took away from me. Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant ne me regarde pas souvent, ne m'embrasse pas, et je l'aime. I can do anything now that I've had a baby. I have produced a human being. I am superwoman. एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एसिड से वार करता है। ये कहाँ की ये संस्कृति है? I'm no longer gonna be quiet because it's embarrassing. 但是我是一个向上的女人 feminist. Uscita amata, si sente svizzerata, Parfois, je dis que même Dieu devrait être une femme. Voilà, donc en effet, le film magnifique en salle le 4 mars 2020. Le film était projeté en ouverture du festival. Hilde, je vous ai vu dans la salle, vous l'avez donc vu également. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ben, c'est un film extrêmement émouvant et ce que je peux faire comme synthèse, c'est que n'importe où se trouve la femme, dans n'importe quel endroit du monde, dans n'importe quelle situation, elles sont très fortes, elles sont battantes, elles ont envie d'en sortir. C'est vrai qu'elles donnent la vie et elles veulent vivre et elles veulent que les gens autour d'elles vivent également. Et c'est un film qui est à la fois parfois très triste, à la fois très drôle aussi à certains moments. Il y a beaucoup de tendresse qu'on peut ressentir quand on a vu ce film avec toutes ces femmes très différentes. Et voilà, donc je pense que c'est un film qu'il faut voir, que ce serait bien aussi qu'on montre ce film dans les écoles, qu'il soit vraiment diffusé le plus possible. Et c'est vrai qu'à partir de là, je pense qu'on prend conscience qu'il faut effectivement, comme disait une des femmes, qu'il faut absolument le respect. Alors on va parler justement de tout ce qu'on peut faire pour que les femmes gagnent ce respect qu'elles méritent, bien sûr, à minima. On va entrer un peu dans le vif de vos actions, mais avant cela, j'ai quand même envie de vous demander quelque chose. Toutes et toutes, vous avez des doubles ou triples carrières. Cet engagement en faveur des femmes, c'est souvent une activité bénévole en plus d'une carrière. Donc j'aimerais vous demander ce qui vous a motivé personnellement. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, Céline par exemple, de cet engagement de longue date ? Oui, ça fait presque 20 ans. Bonjour et bonjour à toutes et tous d'abord. En fait, quand j'étais adolescente, je me demandais qu'est-ce qui faisait que moi, en tant que fille, j'avais le droit de faire des choses et les garçons autour de moi avaient d'autres droits.
Et c'est des choses que l'on ressent même de manière très subliminale. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement fondé sur des injustices que l'on peut vivre. Parfois oui, parfois ça n'est pas le cas. Mais je constatais que le monde était fait comme ça. Et ça me révoltait beaucoup. Et donc quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de m'engager. Parce que pour moi, être engagée et mettre toutes mes compétences et toutes mes convictions au service de l'intérêt général, ça n'est pas, et j'ai compris ça assez récemment, ça n'est pas quelque chose d'extérieur à moi, c'est ma manière de vivre. Je ne dis pas ça pour me glorifier. C'est juste que je ne peux pas, dans le temps donné de ma vie, qui est un temps fini, je ne me vois pas vivre autrement que de donner mes compétences et mon temps à l'intérêt général. Et la cause des femmes m'importe parce que la cause des femmes, c'est la moitié de l'humanité, tout simplement. Et c'est même toute l'humanité, parce que quand on parle de droits des femmes, on parle de droits humains, avant toute chose. Laurence, vous, c'est un choc en Afghanistan et au Congo, c'est ça? Oui. Alors prenez le micro qui est là. Non. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, en fait, je pense que mon engagement vient de la rencontre, pas seulement sur le tatami, parce que sur le tatami, même si j'étais compétitrice, c'est avant tout, il n'y a pas d'adversité, mais il y a des partenariats et on se construit et on construit ce qu'on est à travers la rencontre de l'autre. Et évidemment qu'il y avait déjà des inégalités dans le fait que je sois une femme, qui fasse un sport de combat, même si entre-temps ça a vraiment évolué, mais je dirais que l'engagement vient de la rencontre de l'autre et des êtres humains, et en particulier effectivement en Afghanistan, de jeunes femmes, de comprendre que du fait de notre condition de femme, on n'a pas les mêmes droits et évidemment le sport est un... Comment dire, c'est quelque chose qui exacerbe cette réalité, notamment pour les jeunes femmes que j'ai rencontrées à Kaboul et qui me disaient, certaines, qu'elles venaient faire du karaté au risque de leur vie. Donc à partir de là, et que donc pour elles, la pratique n'était pas que le simple fait, comme pour certains, de se dire je vais me faire du bien, je vais apprendre à me défendre. Non, c'est un geste politique presque pour elles de pratiquer. Donc à partir de là, ça change beaucoup enfin, ça donne envie de s'engager. Enfin, et en même temps, enfin, c'est un peu comme Céline. C'est pas à ce moment-là que d'un coup je me suis dit, j'avais constaté plein d'autres inégalités. Et puis la rencontre du docteur Denis Mukwege m'a aussi profondément bouleversée. Et de rencontrer les jeunes femmes survivantes au Kivu et dans la maison pour les plus vulnérables qui sont accueillies à la maison d'Orcas. Ça a été pour moi aussi, forte de toute mon expérience d'activiste d'éducation par le sport, j'ai dit là il faut vraiment aller beaucoup plus loin, et en faisant le triste constat que les violences faites aux femmes aujourd'hui ce sont parfois à un moment donné des violences physiques, et qu'aujourd'hui accompagner une femme qui est en état de stress post-traumatique par le corps, en connaissance de cause, je vous ramène vous-même cette question: qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc il faut que le mouvement sportif, il faut que l'activité physique aujourd'hui soit accessible en connaissance de cause aux femmes victimes de violences, et c'est pas le cas. Donc il y a un travail, et c'est pour ça que jusqu'à mon dernier souffle, je vous le dis, ce sera le combat que je vais mener pour que ce soit mondialement reconnu, et que toutes les femmes qui ont été victimes, à minima, se réapproprient leur corps et retrouvent l'estime d'elles-mêmes par cette pratique-là. Alors, Laurence Fischer, ancienne championne du monde de karaté, j'ai oublié de le rappeler tout à l'heure, mais vous la connaissez probablement déjà. Abdelali El Badawi, vous êtes aussi un sportif de haut niveau. Vous avez porté les couleurs de l'équipe de France, je crois. Vous êtes infirmier, et vous aussi, donc c'est une seconde carrière. Vous êtes le fondateur de Banlieue Santé et du Café des Femmes. Alors, votre motivation, vous la trouvez dans votre famille, c'est ça? Ouais. Bonjour à tous. Alors, déjà, merci d'être là un samedi matin. Donc, c'est midi. Et donc oui, effectivement, je puise ça à travers plusieurs choses, mais déjà par le vrai fil conducteur, c'est ma mère et puis ma grand-mère, parce que ma mère est arrivée dans les années 60-70 en France, et elle est arrivée avec des caractéristiques qui sont l'analphabétisme et l'illettrisme. Elle vivait dans un village au sud du Maroc, et aussi ma grand-mère, parce qu'au village, quand je venais l'été en vacances avec mes parents,
Et je voyais bien que quand il y avait des grandes décisions, ou des décisions, c'était ma grand-mère qui était la référente du village. Donc c'était elle qui décidait pour l'ensemble des villageois et villageoises. Donc j'ai pas compris tout de suite, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, il y avait une vraie harmonie quand c'était elle qui décidait. Et quand c'était les hommes qui décidaient, c'était le bordel. Et donc du coup, elle a laissé trace à cela. Et très tôt, j'ai compris que la femme était une vraie lumière à la société, qu'on a longtemps étouffée, qu'on a, je dirais, mis dans une case. Et je me suis dit toujours, à un moment donné, je vais revenir à cela. Et puis aussi, j'ai une proximité avec ma mère, puisque donc, je suis accidenté. J'ai eu un accident qui fait que je suis brûlé à 70%. Donc, du corps, avec énormément de greffes. Et je sais que quand j'ai vécu ce moment avec elle, ça a été un moment déclencheur à l'âge de 6 ans de cette rencontre finalement avec son enfant. Et je me suis dit que je devais être là, à leur côté, parce que l'engagement de la cause des femmes, c'est pas juste que les femmes doivent s'engager, c'est aussi les hommes doivent s'engager à aussi leur laisser place. Et puis aussi en tant qu'infirmier, après avoir rencontré énormément de femmes atteintes de cancer, du sein, de l'utérus, des femmes battues, et d'arriver au domicile en tant qu'homme, en tant qu'infirmier, et d'avoir cette confiance de la part des femmes pour les prendre en charge, je me disais, il y a un truc qui se passe, et je pense que ça a décuplé l'envie de se dire, il faut être en tant qu'homme engagé aux côtés d'elle, et puis de faire en sorte de donner un maximum pour elle. Voilà. Magnifique, ça nous fait plaisir à entendre, tellement. On a envie de vous entendre encore plus longtemps, on le fera. Hilde Hanneus, vous aussi, vous cumulez les rôles. Vous êtes une femme dirigeante, vous êtes dans une société de high-tech qui fabrique des logiciels assez complexes pour les entreprises. Et en parallèle de ça, donc vous êtes la créatrice d'Au cœur des mots. Vous, votre engagement, où trouve-t-il ses racines ? Écoutez, je pense qu'effectivement, il y a toujours plusieurs facteurs. Hein. Donc, en tant que personne, je suis rapidement, je m'insurge quand il y a de l'injustice. Ça, c'est depuis que je suis petite. Après, je suis ici d'un milieu d'éducation. Donc, mes parents sont tous les deux dans l'enseignement. Donc, j'ai toujours rattaché beaucoup d'importance à l'éducation et au fait que tout se joue dès le premier âge, dès le plus jeune âge. Parallèlement, donc c'est vrai que j'ai eu aussi, donc à travers ma société, puisque je suis aussi la présidente des femmes chefs d'entreprise de Monaco, j'ai eu l'occasion donc de voyager pas mal, de voir donc des femmes un peu partout dans le monde et donc des situations difficiles pour beaucoup de femmes donc qui veulent créer leur entreprise donc ou qui ont des peurs de recul dans leur pays. Hein. Je pense par exemple à des pays comme la Tunisie. Où j'ai beaucoup d'amis. Et puis voilà, donc tout ça m'a donc donné envie de m'engager davantage. Et donc aussi parce qu'il y a 10 ans, donc j'ai perdu mon mari. Ça fait d'ailleurs exactement quasiment 10 ans. Je me suis retrouvée avec les enfants très petits. Et donc, c'est vrai qu'on a vite fait de déprimer. Donc, et en fait, moi, j'ai voulu, à travers donc, mon engagement associatif, donc, créer vraiment quelque chose. Et c'est vrai que j'ai découvert que finalement, donc, on est beaucoup à souffrir d'une chose autre. Donc, on regarde moins le nombril quand on est entre femmes aussi. Donc, il y a beaucoup de solidarité. Et que finalement, donc, c'est dans l'action aussi qu'on peut aussi se reconstruire. C'est vrai que donc pour moi l'éducation est vraiment essentielle. C'est vrai que je trouve qu'on n'écoute pas assez la jeunesse, qui est pourtant formidable. Bon, j'ai la chance d'avoir 3 enfants, donc ils sont à la maison avec beaucoup de jeunes et je vois que des jeunes qui sont très engagés, très motivés. Et je pense que si on commence à les sensibiliser dès le plus jeune âge à cette problématique d'égalité, au respect, et quand je dis égalité, c'est homme-femme, femme-homme ou garçon-fille, fille-garçon. Donc c'est vraiment des deux côtés. Alors désolé parce qu'il n'y a pas d'égalité sur le plateau pour le moment, mais donc et c'est vrai que ça c'est pour moi important. Et c'est pour ça que le projet Au cœur des mots, j'ai voulu donc le lancer donc dans les écoles. Hein. Donc j'en parlerai après. On va en parler. Vous avez dit en tout cas en choisissant l'éducation, j'ai choisi la joie. C'est une jolie formule, je trouve.
Alors, vous avez parlé des femmes dans le monde. On va revenir à vous, Céline Mas, pour que vous nous parliez un peu d'ONU Femmes France, qui pour autant travaille beaucoup dans le monde entier. Expliquez-nous un petit peu ce que fait cette structure qu'on ne connaît pas forcément. Donc ONU Femmes France, les Nations Unies, donc nées après la Deuxième Guerre mondiale, dans une vertu de pacifier, d'organiser, disons, les relations géopolitiques mondiales, ont des agences que vous connaissez pour la plupart d'entre elles. Et ONU Femmes, c'est une agence des Nations Unies qui a été créée en 2010. Très tardivement, elle est strictement dédiée aux droits des femmes et à l'égalité, très tardivement, parce qu'à ce moment-là, les Nations Unies se rendent compte qu'en mettant toutes les ressources au même endroit, dans une seule et même agence, on va démultiplier la force de frappe, si j'ose dire, pour atteindre l'égalité. Donc 2010, c'est Nations Unies global, et 2013, c'est ONU Femmes France. Donc on fait 3 choses. La première chose, c'est qu'on fait du plaidoyer, parce que vous l'avez dit à travers votre témoignage, le premier point de ce sujet, c'est la prise de conscience. C'est d'être conscient que ce sujet existe, c'est d'être conscient que c'est un problème et de comprendre pourquoi c'est un problème. Et de le comprendre aussi, non pas uniquement parce que les autres vous imposent des idées ou qu'on vous donne des leçons, ça ne marche pas de donner des leçons. Ce qui fonctionne, c'est de soi-même faire son expérience. Donc nous, on essaie, sur les droits des femmes dans le monde, d'expliquer ce qui caractérise les injustices, pourquoi ça se passe comme ça, de donner des données à comprendre, d'utiliser la raison autant que l'émotion pour mobiliser. Deuxième sujet, on lève des fonds, et c'est un vrai sujet, il ne faut pas avoir peur d'en parler. On a besoin d'argent pour les droits des femmes dans le monde, et partout, et en France. On a besoin d'argent et de moyens pour développer des projets. Moi-même, je suis bénévole, j'ai un mandat d'ordre politique. Il y a beaucoup de bénévoles, c'est bien, c'est formidable que des gens s'engagent bénévolement, mais on ne peut pas compter que là-dessus pour aller au bout. Troisième sujet, on est un aiguillon pour les gouvernants, c'est-à-dire que quand il y a des lois qui sont votées sur les droits des femmes, on arrive avec une connaissance technique et internationale de ce qui se passe dans d'autres pays, et donc on éclaire d'une certaine manière, modestement, mais toujours avec beaucoup de pugnacité, pour que les lois votées soient plus en faveur de l'égalité. Voilà ce que l'on fait. Et puis surtout, c'est une histoire d'amitié, puisqu'on a 200 bénévoles à peu près aujourd'hui, et qu'on travaille ensemble au quotidien, et qu'on vit des histoires humaines absolument merveilleuses, fortes. Et je vous recommande vivement de vous engager. Chacun à son niveau, ça change totalement l'existence. Et donc vous avez le temps dans tout cela de mener des actions dans l'ensemble du monde, en fait. Vous me citiez un nombre de pays. Oui, 90 pays. Alors c'est pas que nous en France, hein, je vous rassure. C'est piloté avec des ONU Femmes dans plein de pays, 70 pays dans le monde. Et donc on se déploie sur tous les continents. Et un point, et je cède la parole, hein, je veux pas monopoliser la parole, c'est que faut bien vous dire que les problèmes des femmes en France ne sont pas si éloignés de ceux de femmes en Afrique, de ceux de femmes en Asie, en Amérique latine. Bien sûr que la gravité de certains sujets, Laurence en a parlé, est plus systémique dans certains pays, parce que ce sont des pays de guerre, etc. Mais n'oublions pas que ce qui relie les femmes, malheureusement, entre elles, ce sont les injustices. Il y a un fil. Et donc moi, j'ai rencontré des femmes d'Afrique dont je me sens infiniment plus proche, en fait, que ma voisine. Même si j'aime beaucoup ma voisine au demeurant. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une communauté de valeurs et une communauté d'expériences qui font qu'on est proche, même si les gens sont très loin géographiquement. Merci beaucoup, Céline. Alors justement, Laurence va exactement illustrer cela, parce qu'avec Fight for Dignity, vous travaillez aussi bien à l'étranger, au Congo, en Afghanistan, mais aussi en Seine-Saint-Denis. Oui, effectivement, on a le projet, comme je vous ai dit, c'est suite à la rencontre avec le docteur Denis Mukwege, où j'ai proposé un programme qui est pilote dans cet accompagnement holistique par le sport. Donc, elles font du karaté et du football. Et comme je vous l'ai dit, c'est de manière accessible et adaptée à la spécificité on les appelle des survivantes, donc elles ont entre 12 et 18 ans, elles sont en convalescence 45 lits, 20 jeunes femmes qui pratiquent de manière hebdomadaire, parce que l'opération du docteur de ces équipes n'a pas fonctionné, donc elles sont toujours incontinentes, hein, elles sont sur la base de fistules, elles sont perforées, post-violence, viol, parce qu'elles ont l'enfant issu du viol, parce qu'elles ont le sida, parce qu'elles ont été rejetées par la communauté. Tous ces symptômes-là, qui sont dans une société patriarcale, pour parler de, malheureusement, on les retrouve aussi, la discrimination, le fait qu'elles ne soient pas incluses, le fait qu'elles n'arrivent plus à être autonomes et rejetées, c'est des symptômes, c'est un constat qu'on peut aussi retrouver pour nos femmes à la Maison des Femmes de Saint-Denis. On est sous le même modèle, en fait, c'est-à-dire qu'elles ont un parcours de soins pour retrouver l'autonomie. Elles sont accompagnées par les équipes de manière holistique à Saint-Denis, à Panzi.
Et moi, quand je suis arrivée en France, j'étais marraine. Panzi, c'est le... Oui, Panzi, c'est la ville. Pardon, excusez-moi, je suis tellement dedans que je donne pas de précision. C'est une ville qui est dans la banlieue de Bukavu. Et Bukavu, c'est une grande ville dans la région des Grands Lacs et dans l'est de la République démocratique du Congo. Et donc le docteur, il a fait sortir de terre un hôpital en 99, et en 2008, il crée, grâce à sa fondation, la maison Dorcas. Donc c'est un lieu où les filles sont hébergées. Ce modèle-là, il a été aujourd'hui, il est porté par le docteur grâce au fait qu'il soit aussi prix Nobel, donc il a eu de la visibilité. C'est un modèle qui, par exemple, aujourd'hui est très concret en République centrale, en Centrafrique. Et qui va être amené à se déployer dans le monde, en fait, parce que c'est un moyen extrêmement efficace pour accompagner les femmes victimes de violences. Et donc moi, quand je suis arrivée en France, on m'a dit oui, Laurence Rossignol, à l'époque, mais pourquoi vous ne faites pas ça en France? Je me suis dit, mais en France, il y a déjà des structures, des associations qui font un gros travail. Parce que moi, j'étais complètement sur les conflits, post-conflits, sur ces zones-là. Je me suis dit, mais... Et elle me dit, non, pas du tout. Je fais, ah bon? Et c'est là que j'étais en contact avec Rada Hatem, qui a créé la Maison des Femmes de Saint-Denis. Donc, même principe, c'est une petite maison très sécurisée, très, très, très confortable, mais avec des soins médicaux. Donc, gynécologue, sage-femme, sexologue, psychologue. Il y a la police aussi sur place, il y a le volet judiciaire extrêmement important, parce que les femmes victimes, souvent, elles ont du mal à faire la démarche. Et nous, hop, on arrive avec la partie corporelle et le sport. Et c'est juste extraordinaire parce que, effectivement, on a des femmes réfugiées, des femmes sans domicile, des femmes excisées, des femmes victimes de violences conjugales, de la pédocriminalité. On a des profils des femmes donc, qui arrivent du Bangladesh, du Nigeria, qui parlent pas français. Enfin, on a des profils de femmes cassées, vulnérables. On n'est pas dans un contexte hostile et conflit post-conflit comme en RDC, mais comme disait Céline, c'est que finalement, elles ont la même envie de se battre, d'exister. C'est des femmes extraordinairement fortes qui ont été cassées par la vie, qui ont perdu l'estime d'elles-mêmes. Et nous, on arrive avec nos outils, moi, le sport, de manière malheureusement innovante. Et on travaille justement pour que ce modèle-là, le sport, puisse se dupliquer et qu'on puisse le proposer dans d'autres villes en France, qu'on puisse le proposer en Centrafrique, en Colombie, et qu'aussi, si vous avez vu, il y a Norma Bastidas qui est dans le film Women. Norma maintenant est ambassadrice internationale et elle accompagne. C'est une femme juste extraordinaire. Norma, elle a été esclave sexuelle au Japon après avoir été victime de viol dans son pays, dans le cartel au Mexique. Elle témoigne dans le film. Et voilà. Et Norma, elle s'en est sortie en courant et en battant le record du triathlon. Donc elle a fait Cancun, Washington DC. C'est pour vous dire qu'en fait, le sport a cette capacité aussi d'aider à la résilience. Et donc, que ce soit effectivement au Congo ou en France, on peut grâce à soi, enfin à ce rapport, en changeant son rapport au corps, aller mieux et faire qu'on se sente plus forte. Alors c'est un public que vous connaissez bien, Abdelali El Badawi, parce que c'est exactement le vôtre avec Banlieue Santé, n'est-ce pas? Vous allez nous parler du Café des femmes, mais d'abord de Banlieue Santé, parce que ça a tout à voir avec cette première initiative, en fait. Oui, effectivement, Banlieue Santé, c'est né d'une initiative, il y a près de 20 ans, d'un engagement social. C'était de lutter contre les inégalités sociales, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. C'est ce combat de se dire qu'il n'est pas concevable aujourd'hui, par exemple, en France, qu'il y a 10 ans d'espérance de vie d'écart entre un ouvrier et un cadre supérieur en France. Et la thématique de la banlieue, c'est un sujet où énormément de personnes souhaitent faire des choses, mais c'est un public qu'on n'arrive pas du tout à capter. Et comme on est issu des quartiers, on s'est rendu compte qu'on savait leur parler, on connaît leurs habitudes de vie, on est leurs enfants aussi pour certains et certaines. Et puis, on s'est dit, on va vulgariser la santé publique sur ces territoires-là, avec des professionnels de santé qui parlent plusieurs langues, qui sont franco-comoriens, franco-sénégalais, franco-tunisiens, asiatiques et autres, laotiens. Et donc, on s'est dit, notre force en France, qu'on a toujours étouffée, c'est de se dire, il y a ce groupe multiculturel, multi-compétences qui va pouvoir
apporter une autre dimension de la santé publique en France. Et aujourd'hui, effectivement, Banlieue Santé, c'est dans 300 quartiers en France, à peu près 10 000 bénévoles actifs qui sont arrivés depuis près de 20 ans à vouloir vulgariser la santé, avec zéro moyen de l'État, juste l'envie de le faire nous-mêmes. Peut-être privé quand même, de certaines Alors entreprises. les privés sont arrivés cet été, mais on a fait un travail depuis très longtemps. On a accompagné 200 000 patients et patientes, et avec aucun moyen, si ce n'est notre envie de se dire on va résoudre des problématiques de santé publique en France, de manière générale, avec la dimension de lutter contre les inégalités sociales en France. Et la question de la femme revenait, et des femmes revenait souvent, avec cette dimension de ces femmes qui ont très peu de droits, qui, comme le fait aujourd'hui Laurence avec la Maison des Femmes, sur la question de la violence, sur la question de l'engagement par le sport, tous ces sujets où, en fait, on les a mis de côté. Moi, je me rappelle d'avoir créé parce que je suis sportif de haut niveau d'athlétisme, donc j'avais commencé à dire à ma mère avec ses copines, bon, venez faire un footing. Ah, mais non, ils vont nous voir avec notre foulard, comment on va être vus. Donc tous ces a priori, nous, on les déconstruit en disant non, mais tu as le droit de faire du sport, et on va te mettre les moyens qu'il faut. Et donc on a commencé à leur acheter des baskets, elles ont créé leur petit club. Voilà, il y avait cette démarche où en fait, voilà, on ne voit pas pourquoi elles n'ont pas autant de droits que les autres. Et donc c'est de là aussi qu'est né le Café des Femmes, notre engagement. Plus récent, donc créé fin de l'année dernière. Fin de l'année dernière. Alors on avait cheminé bien avant, et puis ça s'est accéléré, accentué quand on a rencontré Céline Masse et Catherine Richer de ONU Femmes, parce que en fait, quand on s'est senti écouté. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a énormément de démarches dans les quartiers, énormément d'actions menées par des associations, par des femmes aussi, surtout beaucoup de femmes sont engagées dans les quartiers, et on s'est rendu compte qu'enfin une institution nous dit votre truc c'est top, quoi. Et on s'est dit enfin quelqu'un nous dit et on s'est dit on va aller encore plus loin. Aujourd'hui on s'est dit qu'on allait l'installer en France, on est déjà en train de discuter avec Boston, avec le Maroc, avec Londres, avec Genève, sur des questions où on va déployer le Café des Femmes partout dans le monde. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ce Café des Femmes soit déployé dans les territoires les plus sensibles. On est en train de réfléchir aussi avec le Mexique, notamment avec tout ce qui concerne la violence dans ces pays-là. Et on a envie aujourd'hui d'avoir effectivement des institutions publiques, des corporates, des personnalités qui souhaitent s'engager sur ces questions-là. On ne veut pas faire un truc touchy, on ne veut pas faire un truc de paillettes, on ne veut pas faire un truc qui brille. On n'est pas là dans la charité, les femmes ne cherchent pas la charité. On veut un truc très terrain qui identifie vraiment ces femmes qui ont vraiment besoin de ce lieu dédié. On l'a un peu appelé l'aéroport, puisque c'est une piste d'atterrissage, mais aussi une piste de décollage. Et on veut que ce soit glamour, parce qu'elle mérite d'être glamour et d'être mise en lumière, parce qu'on pense et on considère que ce sont les lumières. Mais aussi, moi, en tant que fondateur de ce projet, je suis convaincu, j'ai une conviction, une croyance intime que les femmes ont une grande place dans la société. Il y a plein d'enjeux aujourd'hui de notre société qui peuvent être portés par ces femmes. Et puis, ne serait-ce que de dire que la femme peut porter un enfant pendant 9 mois, vous vous rendez compte qu'elle donne la vie. Comment on peut considérer qu'on doit la mettre de côté? Non, on ne peut pas. Elle est au centre des choses. C'est celle qui doit donner les cartes, en fait. Et donc, nous, on est là dans cette démarche où on va leur donner les moyens. On est déterminés, on va le faire. On est en train de le faire. Et puis, d'avoir un partenaire comme l'ONU Femmes, avec les équipes qui sont très engagées sur cette question-là, on va y aller. Et puis c'est vrai qu'il y a des corporates qui nous accompagnent, donc la Fondation L'Oréal, avec qui on travaille, en train de travailler avec d'autres corporates avec qui on va porter ce projet. Et le premier Café des Femmes sera lancé en février cette année à Clichy-la-Garenne. Et puis le lieu qu'on est en train de leur trouver, c'est un lieu glamour. On va leur faire un truc beau. Vous me disiez que vous, assez public, vous dites en fait, on vous considère comme des problématiques, considérez-vous comme des solutions. Hein. La clé, c'est l'empowerment. Ouais. Merci Catherine. Merci Catherine, parce que c'est vrai que je le dis souvent à toutes les personnes que je rencontre.
parce que vous êtes considéré comme une problématique dans la société. Moi, je vous considère aussi comme une solution avant tout. Et parce que vous considérez que cette problématique, elle ne peut être résolue que par les autres, c'est à vous de résoudre vos propres problématiques, parce que vous êtes la clé, et on ne le fera pas, on le fera pas pour vous, on le fera peut-être avec vous, ou vous le ferez vous-même. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la réussite de toutes les initiatives qu'on porte auprès de Banlieue Santé, auprès du Café des Femmes, marche très simplement sans moyens financiers, mais déjà avec l'envie. Voilà, et puis on le fait modestement, puisque c'est aussi notre éducation qui fait qu'on n'a pas besoin de briller, on n'a pas envie de briller. Moi, j'ai pas envie d'être une star, ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai envie de faire briller les autres. Voilà. Super, vous pouvez l'applaudir, franchement. Alors justement, en parlant d'éducation, Hilde, c'est votre sujet, c'est celui que vous avez choisi de pousser, parce que tout se joue petit. Absolument, donc c'est vrai que nous on s'est dit... OK, il y a déjà beaucoup d'associations qui s'occupent des femmes. Nous, on a dit qu'on trouve qu'il faut donner la parole aux enfants. Donc, il faut leur intégrer beaucoup plus dans le débat sur l'égalité. Et on s'est dit à quel endroit on peut le faire. Donc, le meilleur endroit pour le faire, d'après nous, c'était l'école. Parce que dans les écoles, il y a des classes mixtes. Hein, donc, il y a des garçons et des filles. Et donc, ils peuvent travailler ensemble, débattre sur donc, des questions de l'égalité. Alors on s'est dit, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, de confronter les opinions des enfants donc, dans les différents pays. Et on a dit, on peut les faire réfléchir, et pourquoi pas leur donner la parole, mais pas que leur laisser parler, mais également donc, qu'ils l'écrivent, parce que c'est vrai que les paroles s'envolent, comme on dit, et puis les écrits restent. Donc pour nous, un concours d'écriture est un moyen, un outil. Hein. Donc, ce n'est pas un objectif en tant que tel de faire un concours. L'objectif, donc, c'est de faire réfléchir au sein de la classe avec le professeur sur cette thématique-là. Alors après, on s'est dit, mais si donc on veut que tous ces enfants, donc au niveau international, sachent ce que pensent les enfants ailleurs, il faut qu'ils aient la même langue en partage. Donc nous, on a choisi bien sûr le français. Et j'ai eu beaucoup de chance dans les rencontres. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer, dès le début donc, de l'idée, Abdou Diouf, qui m'a vraiment, donc, vraiment encouragée. La francophonie à l'époque. Hein. Absolument. Il était secrétaire général de la francophonie. Donc, j'ai pu discuter longuement avec lui. Et il m'a dit, Hilde, vous avez raison. Et puis, allez-y partout, on enseigne le français. Ne vous limitez pas uniquement donc, dans les pays francophones. Allez partout, on enseigne le français. Donc c'était un bon conseil. Et aujourd'hui, donc le concours d'écriture au cœur des mots, maintenant, donc il existe donc dans 56 pays dans le monde. C'est-à-dire que donc on n'a pas voulu non plus que ce soit un concours parce que les gens disent mais ça parle de l'inégalité, donc c'est un concours d'Afrique. J'ai dit non, l'inégalité elle est partout et là où elle est ressentie comme une injustice. Donc, alors nous, donc notre projet, donc il est vraiment que ça va de l'Australie, donc au Tchad, au Mexique, il y a Israël, Palestine, Arménie, Albanie, Turquie, donc voilà beaucoup de pays d'Europe. Et donc, ce sont donc des professeurs qui travaillent pendant une année scolaire sur la problématique de l'égalité. Donc, ils commencent souvent donc, de travailler sur les droits de l'enfant, donc droit à l'éducation gratuite pour tout le monde, le droit à la non-discrimination. Et donc, les enfants, en fait, nous, on constate que voilà, ils sont très engagés. Ils ouvrent, ils ont vraiment les yeux ouverts. Ils voient ce qui se passe, que ce soit dans leur famille ou donc autour d'eux. Et donc on s'est dit c'est dommage que chacun travaille finalement dans son coin. Donc on a créé donc un intranet, donc une plateforme de communication qui est en fait un mini-monde, on va dire, donc, parce que là il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de murs. Et là donc les enfants, donc, avec leurs professeurs, publient tout le long de l'année scolaire. Donc des choses. Alors ça peut être donc des choses sur leur pays, sur leur classe, mais également donc les professeurs publient donc des fiches de travail sur ces thèmes, comment ils abordent la problématique de l'inégalité, donc de la violence, voilà. Et on est très enthousiaste parce que quand on voit l'engouement
de tous ces professeurs, et je crois que la clé, il est là. Hein, donc c'est donc les professeurs qui animent et qui vont poser les bonnes questions. Donc ça enthousiasme les enfants. Et donc, on voit par exemple, on avait un professeur d'Égypte qui avait publié, qu'il avait donc travaillé sur une enquête sur l'inégalité. Il avait aussi visionné donc une vidéo donc avec la classe. Alors du coup, le professeur donc d'Australie a dit mais ça m'intéresse. Donc voilà, c'est quoi exactement? Alors du coup donc Monaco avait répondu, l'Albanie, la Tunisie, et donc tous ces professeurs finalement aussi sont interconnectés. Et donc, quelque part, cette communauté au cœur des mots, donc, du coup, elle est vivante. Et donc, voilà. Alors, l'objectif... C'est la 3e édition hein, oui, qui est en cours en ce moment. Absolument. À chaque fois, donc, on change le thème. Il est toujours sur l'égalité des droits hommes-femmes. Donc, mais à chaque fois, donc, on change de âge. Donc, la première fois, on s'est adressé à des enfants entre 10 et 13 ans. Donc, là, on avait demandé qu'ils écrivent un conte dans lequel il fallait qu'ils illustrent une situation d'inégalité telle qu'eux, ils vivaient chez eux. Il fallait qu'ils intègrent un garçon, une fille, un animal, un végétal et un minéral. Parce qu'on a toujours aussi trouvé que l'identité est importante. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'égalité que voilà, tout le monde doit être pareil. D'ailleurs, pour beaucoup de pays, où est-ce que commence l'inégalité et la tradition? Donc c'est un problème que les enfants d'ailleurs ont vraiment donc, illustré donc, dans les contes. Chaque fois donc, après le concours, on réunit toutes les œuvres dans un livre. Donc, pour le premier livre, c'est Au cœur des mots, les enfants du monde racontent. Celui que vous avez là sur la table. Ça, c'est donc ce livre-là. Donc là, à l'époque, on avait un partenariat avec le Cherche Midi. Donc, et là, non seulement donc, on met tous les contes, mais en plus les noms des enfants, pour que les enfants soient très fiers parce qu'ils ont été auteurs, donc ils ont été écrivains. Et donc après, on envoie à chaque enfant donc, qui a participé, donc il reçoit le livre. Et les professeurs nous disent que jamais ils ont attendu un livre avec autant d'impatience et à quel point ils sont... Voilà. Le deuxième projet, donc le deuxième concours, on leur a demandé d'aller à la rencontre d'une femme exceptionnelle, une femme donc, qui illustre aussi donc, cette force et qui donc, a un impact important, de faire une interview de cette femme et d'écrire un portrait. Là, on s'est adressé à des enfants des jeunes entre 15 et 17 ans. Pour la première fois, on avait 19 pays, donc deuxième fois, on avait 29 pays qui ont participé. Donc là, j'étais entre 15 et 17 ans. Et puis maintenant, donc pour le troisième concours, on s'est adressé à des jeunes entre 12 et 15 ans. Donc là, on a vraiment passé un palier parce qu'on a 56 pays maintenant qui participent. Et donc là, on leur a demandé donc, d'écrire un poème pour dire que le monde serait meilleur et juste s'il y avait plus d'égalité entre filles et garçons. Et donc le poème gagnant, puisqu'il s'agit d'un concours, on va le mettre en musique et ce sera l'hymne de notre association. Alors, qui sont les gens qui jugent, entre guillemets, hein, donc les écrits des enfants? Ce n'est pas nous. Ce sont donc des personnalités qui ont réussi. Ce sont donc des gens du sport, du milieu sportif, ce sont des écrivains, des journalistes, ce sont des gens du cinéma. Et donc, c'est impressionnant parce que tout ça, c'est du bénévolat. Et tous ces gens-là donc, acceptent de recevoir via Internet donc, les œuvres des enfants. Et donc, ils ont un certain nombre de critères. Donc, ils ne vont pas juste dire « c'est celui-là qui me plaît le plus ». Non, ils vont donc donner des notes selon différents critères, le français, la magie de l'histoire, mais également le respect du thème. Et donc, après, donc, on a un classement. Et donc, voilà, l'école qui gagne, elle n'a pas ni d'argent, ni quoi que ce soit, parce que vraiment, le cadeau, c'est pour les enfants, c'est le livre. Mais donc, ils ont un trophée, donc ils peuvent mettre dans leur école. Et donc, on les invite en principauté. Le président d'honneur de l'association, c'est le prince Albert II de Monaco. Donc, voilà, donc il nous a donné sa confiance aussi depuis le début. Et voilà, donc c'est un concours où on voit que ça... Moi, je visite beaucoup les écoles. Je crois que c'est très important parce que je suis quelqu'un du terrain. Je pense que c'est l'avantage de l'associatif. On n'est pas obligé de rentrer dans des problèmes de politique. On peut donc agir sur le terrain. Et c'est vraiment donc, en allant donc, dans les écoles, dans les classes, que là, je constate quelle est donc l'importance et à quel point les enfants sont enthousiastes. Et je sais que, par exemple, une classe pour le deuxième concours de Madagascar, les enfants ont même pleuré que c'était fini parce que donc ça avait changé quelque chose pour eux. Et j'ai visité des écoles, que ce soit à Saint-Pétersbourg, donc en Algérie, donc
Donc au Liban, voilà, Tunisie. Là, je vais aussi aller donc en Belgique et puis aux Pays-Bas. J'étais en Italie. Mais donc ce qu'on vit quand on est dans les classes et quand on échange, c'est là qu'on sent que pour les enfants, l'égalité, c'est important. C'est leur avenir d'ailleurs qui est en jeu. Et donc, et puis on parle aussi bien de l'égalité du côté pour les garçons. Que l'égalité pour les filles. Donc c'est très important. On va pour cette dernière question pour tous les quatre, on va se tourner vers l'avenir, hein, l'avenir proche. Vous pouvez garder le micro, Hilda. Ce que vous attendez de 2020 pour Au cœur des mots, il y a un événement particulièrement important. En fait, il y a deux questions. Qu'est-ce qui est important pour vous en 2020? Et puis, qu'est-ce que vous attendez? Comment on peut vous aider également? Disons qu'en 2020, donc, on va avoir le résultat hein, donc, qui sera les gagnants, mais la remise de prix aura lieu en 2021 parce que justement, donc, le temps de récolter les résultats, le temps de préparer le livre. Et c'est vrai que nous, on est tous des bénévoles. Hein, on est 17 femmes, donc de nationalités toutes différentes. Donc c'est peut-être un peu la spécificité de la principauté. J'ai donc une femme qui est iranienne, rwandaise, donc libanaise, bulgare, belge, britannique, allemande, enfin voilà. Et donc nous, on est toutes des bénévoles. Et puis par contre, donc on a besoin donc de moyens, hein, donc de fonds. Et c'est vrai que donc pour éditer le livre, pour l'acheminer aussi, parce que donc c'est pas toujours simple. Et puis à chaque fois, donc on met aussi donc un cadeau pour les enfants. La première fois, on a mis par exemple le livre de Saint-Exupéry, donc pour tous les enfants. Puis la deuxième fois, on a mis donc une trousse, donc avec des produits de développement durable, avec donc un crayon et tout ça, un petit sac à dos. Donc voilà, pour nous, c'est la seule chose dont on a vraiment besoin. On va dire en côté argent ou pratique, on va dire fonds. Après, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de porter la parole au cœur des mots, c'est de la porter le plus loin possible dans les instances internationales, donc dans les ambassades, et que donc il y a une vraie communauté, donc où l'accent est mis sur la jeunesse. Voilà, ça, je crois que c'est très important pour nous. Entendu. Abdelali, pour le Café des femmes, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Et pour vous? Plein de choses, plein de choses. L'idée juste un rappel rapide du Café des femmes, c'est aussi de se dire que dans ce Café des femmes, c'est une instance citoyenne, apolitique, une instance de la société civile qui s'engage sur les questions des femmes, où les femmes, dans ce Café des femmes, d'ailleurs, c'est elles qui décident de ce qui va se faire, de ce qui peut se faire et comment on peut le faire. La force de ce projet, c'est elles, en fait. C'est elles qui sont moteurs de cette initiative, parce qu'aujourd'hui, dans les banlieues, elles sont aujourd'hui les forces vives qu'on ne voit pas. Elles font énormément dans les territoires. Et grâce à ce Café des femmes, c'est leur trouver un lieu dédié où elles vont pouvoir se former, apprendre, avoir des conférences sur des thématiques, que ce soit sur leurs droits, sur la santé, sur l'éventualité aussi de faire des activités sportives, de se former, de créer même leurs entreprises, parce que c'est aussi leur demande hein, pour certaines. Donc on est déjà en train de travailler sur créer la plus grande coopérative au monde des femmes. Donc il y a un vrai sujet d'engagement. Vous travaillez déjà ensemble, Laurence on, et on vient de se connaître et on va travailler ensemble, je pense, avec Laurence. C'est vrai qu'on porte des messages qui sont communs. Et puis, ce qu'on peut souhaiter au projet du Café des femmes et à ces femmes, c'est qu'elles puissent retrouver leurs droits, qu'on puisse leur donner les moyens, que ce soit des moyens aujourd'hui, des ressources humaines, des moyens financiers, des réseaux, d'avoir plus de pouvoir. Moi, je pense que je rêve avec l'équipe et toutes les femmes, c'est que le Café des femmes ait une place au sein de l'ONU, au sein des grandes instances, et qu'ils puissent décider, impulser, infuser des initiatives. Et de toute façon, on va y arriver. On sera à l'ONU au siège pour pouvoir siéger sur des questions d'inégalité sociale. Je mets la pression à Céline pour qu'elle remonte le message. Elle la reçoit 5 sur 5, je crois. Mais voilà, on a besoin effectivement d'avoir des partenaires qui travaillent sur ces questions-là, d'avoir des corporates, des fondations, des personnalités qui souhaitent s'engager, du monde de l'art, du sport, de l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Et puis c'est vrai qu'on a oublié un petit message, c'est que
Hilde le dit bien, c'est qu'il faut éduquer les enfants à cela. Il faut leur apporter très tôt ce message. Et aux garçons notamment ? Bien sûr, aux garçons et aux jeunes filles, mais et aux garçons parce que il y a un contexte aujourd'hui dans les territoires où on est, l'image de la femme chez les jeunes garçons n'est pas forcément bien véhiculée. Donc nous aussi, le Café des femmes, c'est aussi de véhiculer cela, un vrai message positif et auprès de ces enfants. Et puis d'ailleurs, au sein du Café des femmes, on va mobiliser les jeunes garçons et filles à pouvoir mener des actions. D'ailleurs, c'est eux qui vont mener des actions. On va leur donner juste des moyens et voilà. Et je pense que si on commence très très tôt, on arrivera à limiter les dégâts aujourd'hui qu'on voit. Et je pense que le sujet de la femme, c'est aussi un sujet qui doit être porté par les hommes. On doit le porter ensemble. On ne doit pas être dans une situation de confrontation où il y a ces sujets où aujourd'hui les hommes et les femmes sont dans une situation de force. Je pense que pour y arriver, il faut le faire ensemble et pas autrement, parce qu'on risque de tomber encore dans une situation qui peut être encore plus gravissime pour notre société. Et on doit vivre ensemble, c'est très important. Donc voilà, c'est le travail qu'on mène au quotidien auprès d'elle. Et puis j'ai envie de finir par un mot, c'est la fin. Donc j'ai toujours la phrase qui me revient et que je cite souvent, que le meilleur d'entre nous est le plus utile aux autres. Et ça, c'est très important d'être utile. Et parce qu'on est utile à l'autre, on fait partie de ces catégories de personnes qui vont faire en sorte que la société vivra mieux, bien. Et donc, j'aime beaucoup ce message et c'est ce que je fais véhiculer auprès de tous ceux qu'on rencontre chaque jour. Et puis, comme l'a dit Laurence, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voilà. Bon, vous incarnez merveilleusement bien ce message du faire ensemble. Laurence, donc votre combat et vos espoirs pour 2020 et 2021, bien sûr. Jusqu'aux Jeux Olympiques d'ailleurs, peut-être qu'il y a un lien voilà, aussi, bien vous l'avez sûr. bien dit. Alors mais je vais commencer par Fight. Fight for Dignity, vous dire que j'ai vécu un moment fort ici parce qu'il y a une boîte de production qui est à côté qui s'appelle Novo Prod qui m'a accompagnée pendant 1 an avec une jeune réalisatrice, In Bensari. Elle m'a suivie dans le travail que je fais en France à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Il y a une web-série qui va sortir le 8 mars sur l'équipe, journal L'équipe, donc pas le journal évidemment parce que c'est une web-série, mais sur l'équipe TV. Non, le site internet. Et en fait, voilà, ça commence par ça, c'est par tout ce dont je vous ai parlé. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que je fais le fil conducteur, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, on a la grande chance aussi, c'est qu'on a 3 femmes qui témoignent. Et ça fait partie du combat. C'est qu'à un moment donné, il faut que ces femmes, c'est extrêmement courageux de leur part, de prendre la parole. C'est aussi l'engagement du docteur de se dire qu'il faut sortir du silence, que la honte, elle ne doit pas être de leur côté. Et c'est extrêmement courageux parce que c'est difficile, mais ça fait du bien à beaucoup de femmes en termes d'exemplarité aussi. Donc voilà, il y a cette web-série qui va sortir et qui est très significative pour l'association, pour qu'on comprenne le travail. On a lancé une recherche-action, on a eu l'autorisation de la commission d'éthique de l'hôpital de lancer la recherche-action sur le volet psychoclinique. Et c'est important pour mesurer l'impact de la pratique du sport, parce qu'on ne fait pas ça. J'ai commencé à le faire de manière empirique, mais il y a une spécificité. Donc vous voyez, on est en train de creuser pour être sûr qu'on va remonter en qualité qu'on va être au plus près de la spécificité des violences faites aux femmes. Et il y a une stratégie on est en train aussi de développer, parce qu'on se dit que pour toucher plus de femmes, il y a évidemment le volet spécifique de l'accompagnement au parcours de soins, mais on se dit aussi qu'il faut sensibiliser, éduquer aux violences dans les fédérations,
chez les enseignants. On le fait je prends un exemple concret puisqu'on va avoir les Jeux Olympiques. Au niveau du Paralympique, quand vous voyez un athlète qui fait un 100 mètres en fauteuil, vous vous dites waouh, c'est vraiment un super héros. On a un super jeune là qui est champion paralympique, qui maintenant, j'ai oublié son prénom, mais qui maintenant fait des émissions radio. Ce sont des super héros. Et moi, j'aimerais bien que toutes nos femmes qui sont victimes de violences, ce soient des super héroïnes parce qu'elles le sont. Elles ont vécu l'enfer, elles sont là et elles se battent et qu'on arrête de les stigmatiser. Et voilà. Et moi, je pense que le sport, dans ce qu'on est, et l'activité physique peut participer à ce que ces femmes arrêtent de culpabiliser, d'avoir honte et de penser que leur corps n'est qu'une source de souffrance. Et voilà, vous voyez. Donc ça l'association évolue dans ce sens. Alors évidemment, on a besoin, vous le savez, on est là, on n'est pas très nombreux, mais on vous parle de nos projets. Vous êtes des relais, c'est vous ça sera grâce à vous. Aujourd'hui, on a des outils digitaux. Merci aussi de nous avoir donné la parole. Merci. Et puis, du coup, moi, dans ma fonction aujourd'hui d'ambassadrice pour le sport, je veux dire, c'est quoi ambassadeur pour le sport? C'est une ambassadeur thématique. Donc moi, je porte le sport au sein du ministère de l'Europe des Affaires internationales, des Affaires étrangères. Je porte le sport à l'international. Tout ce qui fait que notre sport français aujourd'hui, on accueille des grands événements sportifs internationaux, on va accueillir les Jeux Olympiques. Croyez-moi qu'aujourd'hui, la vision de Paris 2024, l'égalité homme-femme, c'est un point, en termes d'héritage, c'est fondamental. Aujourd'hui, vous allez voir que sur ces Jeux-là, par exemple, il y aura le même nombre d'athlètes hommes et femmes. Ça fait partie de leur engagement. Et ça, c'est un point très concret. On va avoir le forum Pékin plus 25, mais je laisserai Céline en parler. Et ben voilà, Delphino qui va organiser ce forum. Moi, déjà, je lui ai parlé de sport. Et c'est fondamental aussi que, au niveau institutionnel, et donc au niveau de l'ONU aussi, qu'il y ait des passerelles qui se fassent par le sport. Moi, mon grand souhait, mon espérance, c'est qu'aujourd'hui, il y ait plus de considération du sport, que dans sa transversalité, il n'y a pas que le sport performance, il n'y a pas que la compétition, il n'y a pas que l'entertainment. Il y a du business aussi, et ça, il faut le développer parce que ça fait du bien de faire le devoir du sport. Ce sont des émotions et tout, mais il y a aussi toute cette transversalité, santé, égalité homme-femme, inclusion sociale, éducation. Et on n'en est qu'au début. On en est au début du pouvoir qu'a le sport. C'est ce que je porte en tant qu'ambassadrice. Et l'égalité homme-femme en fait partie. Et preuve en est, c'est que ben voilà, il y a Fight qui existe sur un truc, c'est un sujet très 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 touchy, mais que le sport aussi, en termes d'inclusion, du vivre ensemble, et donc qu'on puisse tous, filles, garçons, hommes, femmes, pouvoir faire du sport ensemble, que ce soit à Saint-Denis, à Bukavu ou à Dakar. C'est mon job de vous le dire et de dire qu'on y travaille et que c'est possible. Magnifique. Bon, il y aura une table ronde qui traitera justement de ce sujet précisément du sport et de l'inclusion. Mais en tout cas, on suivra tout cela et puis bien sûr, on se fera le relais de la web-série, bien évidemment. Dire que bon, alors je fais pas de politique, mais maintenant je fais de la politique parce que bon, je suis ambassadrice pour le sport, mais que Emmanuel Macron a fait un truc extraordinaire sur la spécificité du sport et développement. Aujourd'hui, l'Agence française pour le développement, on va s'en parler, qui à l'international fait un travail extraordinaire aujourd'hui en Afrique, a dit le sport et le développement, on a une expertise en France, on le met au service. On apporte tout ce qu'on sait faire aussi via le ministère des Sports. Il s'est engagé à un discours à Ouagadougou à dire on va impulser, donner des moyens, amener du savoir-faire et du savoir-être. Donc c'est en cours et ça fonctionne, quoi. C'est ça qui est génial. Donc avec des grosses structures, l'ONU par exemple, mais bon, enfin chez nous c'est la FIFA, c'est la NBA. On soutient ces structures pour que petit à petit on permette de faire monter infrastructure, niveau de formation, égalité, l'accès aux filles, aux garçons, au sport, pas que performance, hein, le sport pour tous. Donc aujourd'hui, je me fais le porte-parole parce que c'est au sein de mon ministère, ministère des Affaires étrangères, on porte le développement par le sport. Et donc, formidable enjeu que les Jeux Olympiques de 2024 pour l'égalité homme-femme. Exactement.
On retient. Céline, le mot de la fin pour vous. Donc, ONU Femmes France est très attendu par tout le monde. J'ai bien senti la pression pour vous. Ah non, moi, j'ai aucune pression. Moi, bon. Je suis très détendue. Il y a un grand événement qui se prépare, qui est oui, important absolument. pour vous en juillet prochain. Je voulais quand même dire un mot rapidement avant sur les femmes victimes de violences et vous inciter, après cette magnifique conférence et l'événement, à regarder le discours de Nadia Mourad, prix Nobel de la paix au Nobel, qui est le co-Nobel. Mais bon, là, j'ai un peu voulu favoriser Nadia Mourad, c'est affreux. Non, avec le docteur Mukwege, évidemment. Et elle fait un discours où elle dit, et donc elle a été victime de viols collectifs par Daesh pendant des années en Syrie, ainsi que sa famille. Et elle dit... En fait, ce qui importe le plus, moi, c'est ma soif de justice. Et c'est très, très fort, ce discours. Parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a le soft power, il y a l'éducation, etc. Mais il faut aussi que la justice passe, en fait. Parce que la justice, c'est ce qui régit nos rapports en société. Et c'est ce qui évite à la violence brute, en fait, d'éliminer l'humanité. C'est très important. Donc, effectivement, après ces plaidoyers très vibrants, moi, je vais en faire un autre, aussi vibrant soit-il, qui est que en 95, vous avez eu en Chine, à Pékin, une très grande conférence de l'ONU qui rassemblait les États de l'ONU, 200 États, autour des femmes et de l'égalité. Et ils ont voté, ces États, ils ont pris à ce moment-là une plateforme d'action, donc des actions concrètes pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Hillary Clinton a fait un grand discours, c'était un grand moment très politique. 20 ans après, si l'on devait réouvrir la plateforme d'action de Pékin, donc 95, eh bien, sachez que la majorité des sujets seraient en régression. On ne pourrait plus, en fait, appliquer le degré d'avancée, de progrès que cette plateforme a permis de créer. Et du coup, pour rappeler aux gouvernants et pour rappeler aux grands de ce monde que l'on doit être au rendez-vous, nous, les citoyens, c'est vraiment là-dessus que je voudrais finir, on va faire un grand forum d'activisme et de la société civile à Mexico en mai prochain et à Paris du 7 au 10 juillet, où il va y avoir à la fois des conférences des chefs d'État, etc., porte de Versailles, ouverts, mais aussi des événements dans la ville, des événements en France et dans le monde entier, événements de foot, théâtre, ça c'est ONU Femmes France qui organise ce qu'on appelle nous le festival. Donc ça va être très joyeux parce que c'est une célébration, l'activisme, ça n'est pas juste le combat, il y a des moments éminemment tragiques, très dur, qui vous marque à vie, mais il y a aussi des moments de célébration où on est ensemble. Et ce que je voulais dire, qui me semble fondamental, Laurence l'a un peu dit, c'est que vous avez autant de pouvoir que tous les grands de ce monde. C'est-à-dire que nous tous ensemble, on peut vraiment changer ce monde. Et comme dit souvent une personne d'ONU Femmes de New York que j'aime beaucoup, qui est très inspirante, Elisabeth Nyamayaro, there's only one Michelle Obama, there's only one Nelson Mandela, there's only one, those big guys and girls. Donc il y a qu'une personne, comme il n'y a que Nelson Mandela, une Michelle Obama, etc. But there's only one you. Et donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ne doutez jamais que là où vous soyez, quelle que soit votre position sociale, si vous voulez faire un petit peu de bien à ce monde, vous en avez le pouvoir. N'en doutez jamais, parce que c'est vrai. Et en plus, quand on est ensemble, il y aura 5000 activistes à Paris en juillet, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc, rendez-vous en juillet et continuons le combat et la célébration. Merci beaucoup Céline, merci à tous. Un dernier petit mot, parce que j'ai pris un peu de retard pour la table ronde suivante. Mais... je sais. Non, je voulais faire intervenir Anissa, viens ma chérie, qui a 12 ans. Elle va prendre 30 secondes, parce que je sais que le temps nous est compté. D'autant que je dois aussi donner la parole à Mérette, qui a quelque chose à nous dire aussi. Anissa, c'est une des femmes engagées, jeunes femmes engagées auprès de l'association. Et voilà. Tu voulais dire un mot ? Bonjour. En fait... Mets le micro bien près de ta bouche. Ah, d'accord. C'est mon père qui a créé le café pour les femmes et Ali. Et du coup, moi, je trouvais ça que c'était... j'étais fière de lui, c'est tout. Et je trouvais que c'était bien. Message entendu. Il y a peut-être quelques questions dans la salle, mais avant cela, Mérette, je voudrais vous demander de monter sur la scène. Vous allez nous parler de ce qui se passe aussi dans l'ensemble du lieu là-bas. Je vais vous donner un micro. Mais il faut prendre un micro quand même. Vous représentez donc... Alors, bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureuse d'être là. D'abord parce que j'ai énormément d'admiration pour les personnes qui sont là, beaucoup d'amitié aussi, pour certaines en particulier que je connais très bien.
En fait, je suis là aujourd'hui, donc Merette Buljo. Je travaille dans une grande banque où je suis en charge de la transformation digitale. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que je suis aussi la fondatrice d'une association qui s'appelle Digital Ladies Analyze. Pourquoi? Parce que vous savez que face à tous ces problèmes, la tech n'est pas la solution. C'est les humains qui sont la solution. La tech, c'est un outil. Mais pour que cet outil soit utilisé à bon escient, pour que cet outil permet aujourd'hui finalement de construire les solutions dont le monde a besoin, mais tout le monde, tous les humains, il faut bien que cette tech soit construite par des personnes très différentes, puisque les problèmes sont différents. Et nous pensons tous qu'aujourd'hui, cette tech, en termes de création, elle n'est pas forcément représentative de ce que nous voulons aujourd'hui construire pour le monde. C'est pour ça que les Digital Ladies Analyze, parce que pour créer de la diversité dans la tech et aussi de la mixité dans la texte, nous avons décidé évidemment d'unir nos forces entre hommes et femmes. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que nous allons organiser un meet-up. Vous êtes tous les bienvenus, tous et toutes, évidemment, pour vous expliquer, en particulier aux jeunes, finalement, à quoi sert la tech dans n'importe quel domaine. L'intérêt de la tech, c'est pas magique. La tech, elle sert justement à agir dans n'importe quel domaine. Et même si vous n'allez pas, les jeunes filles, je vous regarde parce que je sais que les jeunes filles, aujourd'hui, ne choisissent pas forcément ces voies-là. Et c'est ça aussi qui est important, parce qu'en fait, vous ne le connaissez pas, tout ce que vous pouvez faire avec, et que ça agisse dans n'importe quel domaine. Donc pour agir, Digital Ladies Analyze, c'est un do tank. Do, parce que c'est uniquement dans l'action qu'on peut avancer. Et nous avons rédigé ensemble un livre blanc. Quand je dis ensemble, c'est que chaque membre de ce collectif, 200 experts de numérique en France aujourd'hui, ont apporté la contribution pour dire voilà ce que je fais déjà et qui marche. Parce qu'il y a plein de bonnes pratiques, il faut les mettre en valeur. Et voilà ce que nous pouvons faire ensemble pour aller plus loin. Donc 4 axes, l'éducation, la formation continue aussi, quand je dis la formation. On va continuer à se former toute sa vie aujourd'hui. 3e axe, la visibilité, parce qu'il faut rendre visible toutes ces actions qui contribuent à la Tech for Good. Et enfin, évidemment aussi l'attractivité, parce que ce secteur n'est pas toujours suffisamment attractif et pas forcément suffisamment pédagogique pour expliquer à quoi sert l'outil tech. Alors, voilà. Moi, je voulais juste faire un appel. À quel endroit est le rendez-vous et l'horaire alors? Encore. J'ai tout mon matériel qui est là. D'accord. Voilà, on va faire un petit tour. De toute façon, il y a plein de gens. Et nous ne sommes pas seuls. Nous avons décidé d'accueillir plein d'associations et plein d'acteurs sur notre stand. Aussi bien des personnes qui agissent dans le domaine de la tech, mais aussi des personnes qui vont agir autour de la tech, parce que pour que justement la tech ne soit pas un sujet de machine, comme si la tech est un sujet d'humain, il y a aussi des personnes qui interviennent dans l'éducation de la jeunesse, dans la conscience, dans l'innovation consciente. Alors vous pouvez retrouver donc toutes ces actions parmi les stands là-bas, puis vous pouvez retrouver le Café des femmes également, et ONU Femmes bien sûr. Vous pouvez aller continuer les discussions là-bas. Merci beaucoup à toutes et tous.